connais Paris? Je connais très peu le monde. Ce que je veux, April, c'est ressentir les choses, les vivre. Vraiment. Tu vois, c'est ça mon ambition. Frank Wheeler, je crois que tu es la personne la plus intéressante que j'ai rencontrée. Vous n'êtes qu'à 1 heure de la ville. Et comme vous le voyez, si vous voulez des enfants, il y a de la place. Qu'est-ce que t'en dis? J'en dis que je suis assez séduit. Tu vas pas regretter la ville? Rien n'est définitif dans la vie. Frank. Commençons par Eros. Alors, le mot est très connu en français, mais souvent mal compris. Parce qu'à cause des mots érotisme, érotique, érogène, beaucoup de gens croient qu'Eros, en grec, c'est la sexualité. Pas du tout. Eros, le mot commun Eros en grec, ça ne signifie pas le sexe, ça signifie l'amour. Le petit dieu Eros, ce n'est pas le dieu du sexe, qui serait plutôt Aphrodite. C'est le dieu de l'amour. Eros, ce n'est pas le sexe, c'est l'amour, mais c'est un amour très particulier. Parce que Eros, en grec, c'est l'amour passion. C'est l'amour que l'on ressent quand on est amoureux, mais alors au vrai sens le plus fort du mot amoureux, quand on est red-dingue amoureux, comme on dit aujourd'hui. Autrement dit, mesdames, Eros, c'est l'amour que vous ressentiez pour votre époux avant qu'il ne soit votre époux. Pareil pour vous, messieurs. Alors, je ne doute pas que ça soit, pour certains d'entre vous, encore très bien aujourd'hui. Peut-être même que pour plusieurs d'entre vous, c'est encore mieux aujourd'hui, c'est tout le mal que je vous souhaite. Mais malgré tout, rappelez-vous à quel point c'était différent. Voilà. Eros, c'est la passion amoureuse, et philosophiquement, c'est l'amour selon Platon. Parce que le plus beau texte de philosophie jamais écrit sur cet amour-là, de l'avis, je pense, unanime de tous mes collègues, c'est un texte célébrissime de Platon qui s'appelle « Le banquet ». Dans le banquet, il y a plusieurs discours différents. Je ne retiens, faute de temps, que le dernier, le plus important philosophiquement, celui de Socrate, le maître de Platon, par la bouche duquel Platon, dans le banquet, s'exprime. C'est Socrate qui nous dit la vérité sur l'amour, vérité qu'une femme, Diotime, lui a enseignée, et qui tient en une double équation. Ce que Socrate nous apprend sur l'amour, c'est que l'amour est désir, et le désir est manque. L'amour est désir, et le désir est manque. Et Platon enfonce le clou en écrivant « Ce qu'on n'a pas, ce qu'on n'est pas, ce dont on manque, voilà les objets du désir et de l'amour. » Ce qu'on n'a pas, ce qu'on n'est pas, ce dont on manque, voilà les objets du désir et de l'amour. Parce qu'au fond, tomber amoureux, en langage platonicien, qu'est-ce que ça veut dire? Tomber amoureux en langage platonicien, ça veut dire que vous découvrez tout d'un coup que quelqu'un vous manque terriblement. Jusque-là, vous étiez bien, pépère, peinard, et puis un beau soir, chez des amis communs, patatras, coup de foudre ravageur, vous rencontrez la femme ou l'homme qui vous manque terriblement. Vous ne supportez plus de vivre sans elle ou sans lui. Vous êtes tombé amoureux. Si vous êtes célibataire, c'est plutôt marrant. Enfin, c'est déjà compliqué à la vérité, mais la vie devient plus intense, plus poétique, avec un côté champagne. Si vous êtes marié, c'est une espèce de catastrophe et une source d'emmerdement à peu près indéfinie. Alors, on va imaginer, pour la simplicité de mon modèle, que vous êtes célibataire, mais je ne peux pas vous garantir que ça ne tombe que sur des célibataires. Donc, vous êtes célibataire, par hypothèse, et un beau soir, chez des amis communs, vous rencontrez la femme ou l'homme, je vais dire la personne, pour ne pas avoir toujours à hésiter entre le masculin et le féminin. Vous rencontrez la personne qui vous manque terriblement, vous ne supportez plus de vivre sans elle, vous êtes tombé amoureux. Vous entreprenez donc de séduire cette personne. Et là, de deux choses l'une, ou bien vous y arrivez, ou bien vous n'y arrivez pas. Si vous n'y arrivez pas, le manque se transforme en souffrance. Vous aimez quelqu'un qui ne vous aime pas. C'est ce qu'on appelle un chagrin d'amour. Mais si vous arrivez à séduire cette personne, elle vous aime aussi. Vous vous installez ensemble. Éventuellement, vous vous mariez, vous faites des enfants. Et là, forcément, à force d'être là tous les soirs, tous les matins, à force de partager votre vie et votre lit, inévitablement, cette personne va vous manquer de moins en moins. C'est pas qu'elle n'est pas bien, c'est qu'elle est là, simplement. C'est qu'à la lettre, elle ne manque plus.
Le problème, c'est que si le désir est manque, si elle ne vous manque plus, ou si elle vous manque de moins en moins, ça veut dire que vous la désirez de moins en moins. C'est même étonnant quand on y pense, hein. Comme 6 mois plus tôt, ou 6 ans, pour certains, chacun son rythme, vous la désiriez plus que toutes les autres. Et puis 6 mois ou 6 ans plus tard, la première jeune fille, un peu jolie et court vêtue, qui passe devant vous dans la rue, messieurs. Le premier homme un peu séduisant et mystérieux dont vous croisez le regard, mesdames, tout d'un coup vous paraît tellement plus désirable. Le problème, c'est que si l'amour est désir, ça veut dire aussi que vous l'aimez de moins en moins. Et vous êtes mariés depuis 6 mois ou 6 ans, et un beau soir ou un triste matin, vous vous demandez, mais au fond, est-ce que je suis toujours amoureux d'elle? Est-ce que je suis toujours amoureuse de lui? La réponse est non. Sinon, vous ne vous poseriez pas la question. Attention, ça ne veut pas dire que vous ne l'aimez plus. Ça ne veut pas forcément dire que vous ne l'aimez plus. Ça veut dire que vous ne l'aimez plus comme ça. Vous n'êtes plus dans le manque. Vous n'êtes plus chez Platon. Vous n'êtes plus amoureux au vrai sens qu'avait le mot amoureux 6 mois ou 6 ans plus tôt, quand vous avez dit à votre meilleur copain ou copine « je suis tombé amoureux ». Et là, vous n'avez plus qu'un seul choix, pour le dire très vite, soit vous allez tomber de Platon en Schopenhauer, et ça fait mal, évidemment. Alors, pour ceux qui n'ont pas lu Schopenhauer, on va dire que vous allez tomber d'Aragon en Michel Houellebecq. C'est pareil, sauf que ça fait encore plus mal, mais c'est pareil parce que Schopenhauer est le maître à penser du romancier talentueux, par ailleurs, Michel Houellebecq. Pourquoi Schopenhauer? Parce que Schopenhauer écrit, je dis toujours que c'est la phrase la plus triste de toute l'histoire de la philosophie. Alors, quand je souffre du manque, c'est ce que Schopenhauer, comme tout le monde, appelle la souffrance. Mais quand il n'y a plus de manque, il n'y a plus de souffrance. Ce n'est pas le bonheur, il n'y a plus de désir. Ça ne peut pas avoir ce que je veux dire, il n'y a plus de désir. Ce n'est pas le bonheur, ce n'est pas le malheur, c'est ce que Schopenhauer appelle l'ennui. L'ennui. Et la phrase la plus triste de toute l'histoire de la philosophie, écrite donc par Schopenhauer, est la phrase suivante. Schopenhauer écrit « Ainsi toute notre vie oscille comme un pendule, de droite à gauche, de la souffrance à l'ennui. » Fin de citation. Souffrance du chagrin d'amour, ennui du couple. Ça fait moins rire aussi. Hein? Rassurez-vous, il n'y a pas de couple où l'on ne s'ennuie jamais, ça n'existe pas. Ça n'existe dans les mauvais livres d'amour. Mais il y a beaucoup de couples où l'ennui n'est pas la règle, où l'ennui est l'exception. Il y a une chose que Platon n'explique pas, peut-être une seule ou plusieurs, mais qui viennent tout de même. Ce que Platon n'explique pas, c'est qu'il existe parfois des couples heureux. Et on est plusieurs dans la salle à le savoir d'expérience. Oui, un couple, ce n'est pas un couple où l'on ne s'ennuie jamais, arrêtez de rêver. Un couple heureux, c'est un couple où l'on s'ennuie beaucoup moins à deux que tout seul. C'est déjà pas mal. Mais un couple vraiment heureux, c'est un couple où l'on s'ennuie beaucoup moins à deux qu'avec tous les autres. Et ça, croyez-moi, c'est franchement délicieux. Et comme ça, Platon est incapable de le comprendre, qu'il existe des couples heureux. On a besoin d'avoir une deuxième théorie de l'amour. C'est plus celle de Platon, c'est celle de Spinoza ou d'Aristote. En grec, on ne dit plus éros, on dit philia. Philia, qu'on traduit un peu platement par amitié, mais c'est une mauvaise traduction, mais il n'y en a pas qui s'impose pour dire amour, simplement. Sauf que philia, c'est l'amour de ceux qui ne manquent pas, mais qui réjouit. Aimer, au sens le plus fort du terme, notamment dans une vie de couple. Je ne reproche rien à ceux qui viennent de tomber amoureux. Hein. Vous n'en faites pas, ça passera, c'est très bien comme ça, profitez-en. Il n'y a rien de plus bête que d'être contre la passion. C'est idiot quand elle est là, ça ne sert à rien. Et c'est encore plus idiot quand elle n'y est pas, par définition. Simplement, il faut comprendre que si on veut vivre ensemble quelque chose qui dure, il s'agit non pas de tomber de Platon en Schopenhauer. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un couple malheureux? C'est un couple qui est tombé de Platon en Schopenhauer. Quand il n'y a plus de manque, il ne reste que l'ennui. Qu'est-ce que c'est qu'un couple heureux? C'est un couple qui est monté de Platon en Spinoza. Quand il n'y a plus de manque, il reste la joie. Aimer, au sens de la philia, c'est que tu existes et que tu es ma femme. Parce que là
vous avez une chance de lui faire une déclaration au moins possiblement vraie. Et autrement émouvante, encore une fois, que de faire semblant absurdement de manquer, de celle qui d'évidence ne vous manque pas, puisqu'elle vous fait ce cadeau bouleversant depuis 15 ou 16 ans de partager votre vie. Oh, j'avais de l'affection pour les Wheeler. Juste un peu capricieux, à mon avis, un peu névrosés. Je n'y faisais jamais allusion, mais ils étaient pénibles quelquefois, et de bien des manières. Et à vrai dire, si cette petite maison a été si difficile à vendre, c'est surtout parce qu'ils l'avaient honteusement laissée se détériorer. Fenêtres gondolées, humidité dans la cave, des traits de crayon partout sur les murs, des traces de crasse sur les boutons de porte.